Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Maman Buzz, mon homme, le papa de mes enfants, il utilisait mes larmes pour s'enrichir. J'ai dit non, I want to know more. Les larmes pour s'enrichir, comment ça? Elle dit, Maman Buzz, moi-même, je ne me suis pas rendu compte de ça. C'est après qu'il y ait quelqu'un aussi qui voyait. Hein, comme des gens qui ont 4 yeux là. Nous n'avons que 2 yeux. Avec le Saint-Esprit pour nous révéler des fois des choses cachées. Mais il y a des personnes qui ont 4 yeux, qui voient au-delà de ce que nous ne voyons pas. Jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui m'a révélé ça. Et mon mari, mon homme, il a changé. Il dit, oh, moi, je réside dans le détail. Raconte-moi tout. Ne cache rien. Dis-moi tout. C'est ainsi qu'elle a commencé à me raconter. L'histoire vient de la Côte d'Ivoire. Son mari, c'est un Camerounais vivant en Côte d'Ivoire. Et elle est ivoirienne. Née, grandie là. Elle n'a jamais voyagé. Elle m'a aussi découvert seulement sur les réseaux sociaux. Alors, elle avait aussi conseillé le jeune fille. Elle me dit, elle travaillait dans un restaurant-bar. Elle recevait beaucoup de personnalités. Le restaurant, ce n'était pas le restaurant de la cité. Hein. C'était un restaurant 5 étoiles. Il y avait beaucoup de personnalités publiques. Il y avait des hommes riches qui venaient. Il y avait même des politiciens qui venaient. C'était vraiment un restaurant chic, très chic. C'est là où je travaillais. J'ai un bac, elle m'a dit en commercial. Yes, des histoires comme ça. J'ai gagné bien ma vie en restaurant parce que je pouvais recevoir des tips, des pourboires. Ici, on appelle ça tips, des pourboires. Je vivais bien. Jusqu'à ce qu'un jour, en servant un monsieur, de la manière dont il m'avait craqué. Tu es très belle. J'ai dit, maman, mais je me suis regardée. J'avais un copain. C'était pour la première fois que quelqu'un s'étonne, s'écraque de me voir. Oh, même je me suis posé la question, oh, comment est-ce qu'il me craque comme ça? Or, lui ne voyait pas mon physique. Il voyait ce qui était au-dedans de moi. Il visait mon étoile. Il me dit, Maman Buzz, c'était un commerçant. Il était Camerounais vivant en Côte d'Ivoire. Un commerçant. Il avait des boutiques. Il vendait des motos et des pièces de rechange des motos. Il n'en avait pas qu'un seul, il y en avait beaucoup le long de la Côte d'Ivoire. Mais dit comme en Côte d'Ivoire aussi, les transports des motos en tout cas évoluent très bien. Donc c'était vraiment un homme bien. Et on s'est rencontrés là. Il m'a donné son numéro et il venait à chaque fois manger là-bas. La première fois que je l'ai servi, il était avec ses amis, mais il m'avait craqué à un niveau très élevé. On s'est côtoyé 2 mois sans relation sexuelle. Il ne m'avait pas aussi imposé. Sauf qu'il m'a dit, dans sa famille, dans sa coutume, je ne sais pas. Je n'habite pas le Cameroun, je ne suis pas camerounaise, je ne suis pas ivoirienne. Yeah. Il me dit, dans sa famille, dans sa coutume, avant d'épouser une femme, vous devez d'abord cohabiter ensemble. Après, si vous voyez que ça va, vous allez vous marier. Le monsieur est parti demander à sa famille. La famille de la dame ont vu que le monsieur, il avait tout pour épouser leur fille. Sauf que il devait quand même respecter la coutume de l'homme. C'est ce que la dame m'a dit. Comme ça que le parent de la fille ont donné l'autorisation à ces messieurs de prendre leur fille pour cohabiter d'abord ensemble
avant de l'épouser officiellement. Ils ont vécu 4 ans ensemble. Pendant ces 4 ans-là, dès le premier mois que la femme était arrivée dans cette maison, le monsieur lui a demandé un enfant. La femme lui dit, ah, toi tu m'avais demandé de venir faire s'évaluer d'abord avant de se marier. Comment est-ce que tu me demandes un enfant à 1 mois de notre cohabitation? Oh non, parce que je vais t'épouser, mais je dois respecter ma coutume. Ah, la dame a dit, ok, tu vas m'épouser, que tu m'épouses après, que tu m'épouses avant. L'essentiel est que je te donne un enfant. Elle a commencé à chercher un enfant. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il n'y avait pas d'enfant. Aucun enfant venait. Jusqu'à ce que le monsieur, il a changé de langage. Il a dit, ok, je vais t'épouser quand même si tu ne me donnes pas un enfant. La dame dit, je préfère d'abord attendre. Parce que pendant la cohabitation, le monsieur avait interdit cette dame de travailler au restaurant. Sous prétexte que, comme moi je t'avais vu au restaurant, comme je ne t'ai pas encore épousé, il peut encore avoir un autre homme qui pourra te préférer que moi. Pendant ces temps-là, le monsieur, il ne venait jamais à temps à la maison et des fois il venait ivre. Quand il revenait ivre comme ça, il me tabassait, il me tapait. Quand je rentrais pour parler à mes parents disaient que tous les hommes ne sont que comme ça. Peut-être ce sont des tests. Des tests! Des tests pour m'épouser, il doit me taper et que je dois pleurer. Comme les parents de la fille ne l'avaient pas aidée, elle était obligée de rester dans les théories, les mondes, les histoires. Des fois, je me dis, ça c'est un film, mais oh, c'est la réalité. Et ma tête ici, elle est chargée. Jusqu'à ce que dans la 5e année de la relation, la dame avait vraiment, elle était partie contracter des mamans qui aident, non? Avec des produits traditionnels, qu'est-ce qui n'allait pas. Elle était beaucoup plus regardée son côté. Elle regardait beaucoup plus son côté, le côté des femmes. Vous savez, en Afrique, quand le couple n'arrive pas à faire un enfant, la faute c'est à la femme, pas à l'homme, c'est à la femme. C'est comme ça, nous, à l'Afrique. La faute c'est à la femme, pas à l'homme, la femme. Et c'est comme ça que la maman l'avait aidé, il a donné des médicaments traditionnels et tout. La 5e année, la dame est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, les coups, les frappes, c'était pire. Le monsieur pouvait la tabasser dans sa grosse... Pendant qu'elle portait les bébés là. Non seulement il revenait tard, il a tabassé. Tabassé vraiment, il a tabassé boué. Jusqu'à ce qu'un jour, le monsieur l'avait vraiment tabassé. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle est rentrée auprès de ses parents avec sa grossesse pour dire que maman, moi je ne vais plus rester dans ces mariages. Ce monsieur ici va me tuer. Notons que quand le monsieur avait interdit la femme de travailler, elle prenait en charge les parents de la femme. Elle envoyait le salaire de cette femme-là double à la famille de la femme, dont les parents se sentaient très à l'aise que leur fille soit dans cette relation-là, bien que le monsieur n'avait pas épousé leur fille. Et quand la fille a dit que maman, je vais mourir, je ne vais pas rester dans ces mariages, maman, je vais mourir. On a dit que non, c'est pas grave, peut-être il y a d'autres enfants quand on savait venir à la maison, les enfants, ouais, les hormones, c'est les hormones, c'est à la femme de changer quand elle est grosse. Parce que moi-même, je sais que quand j'étais enceinte de mes jumelles là, je ne supportais pas mon mari, il sentait mauvais, ouais. Mais c'était après, quand j'ai accouché mes jumelles, j'étais bien. Mais c'est à la femme que ça, c'est pas à l'homme, c'est à la femme. Comment est-ce que ça, c'est le contraire comme ça? Les parents de la fille ont pris ça comme ça. Et le monsieur est rentré pour demander pardon à sa belle famille, pardon à sa femme. La fille n'a vu que l'argent. Le monsieur était stable. Elle a des boutiques de motos. Oh, elle ne manquait pas l'argent. Elle-même, elle avait une voiture. Elle était stable. Et le monsieur, quand la dame est rentrée, non,
tellement que la souffrance était, les coups, les violences et tout. Les messieurs a proposé à ses parents, mais je peux donner la dot. Les parents ont accepté, la fille a refusé. Alors, de ce côté-là, les parents ont dit, ok, comme toi, tu as refusé, mais tu peux quand même rester, nous, on n'a pas de problème avec les messieurs. Elle est rentrée. Elle a mis au monde sa première fille. Elle n'avait pas pris du temps, hein. Elle est encore retombée enceinte. C'est comme si le traitement, là, ça avait vraiment réussi. C'était vraiment un bon traitement. Ça avait réussi. Elle a encore retombé enceinte pour une seconde fois. Le monsieur n'avait pas changé. La dame était fatiguée de rentrer toujours auprès de ses parents parce que ses parents ne faisaient rien. Elle avait arrêté son travail. Son mari lui prenait en charge, mais elle n'était pas heureuse. Les messieurs n'étaient jamais à la maison. Quand il revenait tard, il la tabassé. Donc, cette fille-là, elle n'avait pas une bonne santé. Elle n'avait pas une bonne mine. Pourtant, elle avait une voiture. Elle restait dans la maison, la parcelle que le monsieur-là a construite. Mais sa santé était médiocre. Elle n'était pas heureuse. Elle était très malheureuse. Mais le monsieur avait de l'argent. Le monsieur avait de l'argent. Elle est tombée enceinte pour la seconde fois. C'était la même chose avec ces messieurs-là. La même chose. Rien n'avait changé. Il a mis au monde un deuxième enfant. Le monsieur a insisté que je vienne déposer la dot. La dame a dit, non, non, non. Élevons nos enfants. Je ne vais pas me marier. Jusqu'à ce que tu changes. Elle espérait que le monsieur pouvait changer. Mais elle s'est sacrifiée. Pour moi, je dirais que la dame s'était sacrifiée pour ses enfants, pour sa famille, pour ses parents. Parce que ses parents ne faisaient rien. Mais il y avait ses amis avec qui elle travaillait dans le restaurant. Ah, maman, depuis que tu t'es engagée avec ces messieurs-là, depuis que tu es chez lui, tu ne grossis pas, tu n'es pas heureuse. Pourtant, tu étais bien quand tu n'étais pas avec un homme. Mais là, rien ne change dans ta vie. Ce qui a changé, c'est seulement que tu as une voiture, tu as une belle maison, tu as des enfants, mais ta vie. La dame me dit, maman Beuse, même pour coucher avec lui la nuit comme ça, je n'avais pas le droit d'être fatiguée. Si je dis que je suis un peu fatiguée, il va me taper et puis il mougo avec moi pendant que j'ai pleuré là, lui il fait. Donc, il faudra que je pleure. Il n'est passé pas une semaine que je pleure. Elle me dit, maman Beuse, le pleur là que j'ai pleuré là, c'était des pleurs profondes. Vous savez, la douleur qui vient du fond du cœur, c'est ça. Donc, j'ai pleuré avec la douleur qui venait du fond du cœur, avec beaucoup de regrets. Et avec le monsieur, la 5e année, je fais un enfant. La 7e année, je fais encore un autre enfant. Et il nous a pris encore 8 ans. Je n'arrivais plus à tomber enceinte. Pourtant, j'étais quand même restée. J'élevais mes enfants comme ça. Mon aîné avait 9 ans, mon second avait 8 ans. Mes filles, c'était des filles. C'était des filles. Et le monsieur insistait toujours, je dois payer la dot. La dame avait un plan de quitter le mariage. Mais le monsieur ne lui donnait pas l'argent, beaucoup d'argent à la main. La dame pouvait faire les courses, elle n'avait pas de compte bancaire. Pas de compte bancaire. Elle avait quand même une voiture. Les messieurs remplissaient le congélateur pour la nourriture. La dame, elle pouvait sortir, mais de l'argent qu'elle recevait auprès de son mari, là, ce n'est pas des gros montants. Pourtant, le mari donnait beaucoup d'argent aux parents de la fille. Et du côté des parents, on m'a donné beaucoup d'argent. Mais les violences conjugales étaient là. Les violences, c'est comme ça. Même devant ses enfants, même devant ses amis. Donc, des gifles. Attends, il y a contre-temps. Elle n'avait pas le droit de dire non. C'était comme ça. C'était comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, ils ont fait 6 mois. 6 mois. Les messieurs ne la tabassaient pas. Ils ne faisaient rien.
Et pendant ces temps-là, les affaires des messieurs allaient de pire en pire. Il y avait des vols, il y avait des accidents, des motos qu'ils ont mis pour les transports pendant les 6 mois. Mais à la maison, il y avait la paix. Et le monsieur, il avait l'habitude de parler tout seul. Il pouvait rester là et parler tout seul. Tu vas dire que non, je ne vais pas le faire. Je ne le ferai pas. Il s'est posé beaucoup de questions. Mais à la maison, il y avait la paix. Il me dit, pendant ces 6 mois-là, j'avais un peu grossi parce qu'on ne se chamaillait pas, il n'y avait pas de problème. Mais dans les affaires de mon mari, rien n'est marché. Jusqu'à ce qu'un jour, le monsieur m'a dit, ah, notre aîné a déjà 10 ans, notre second est à 9 ans. Je vais faire un autre enfant. Mais je pense que cette fois-ci, ça sera un garçon. Ils sont restés 6 mois, sans problème, sans les gifles, sans rien. La femme a dit, peut-être mon mari, il a changé. Il a quand même changé. En ce temps-là, les messieurs n'avaient plus demandé, oh non, que je t'épouse, que je verse la dot. Non. Ils voulaient seulement un garçon. On a dit, je sais que tu feras un garçon. Et du coup, ils avaient essayé. La fille était tombée enceinte d'un garçon. Quand la dame est tombée enceinte de cet enfant-là, elle dit, maman Beuse, hey, c'était pire. C'était pire que ça. Des coups, des... Hey. Cette fois-ci, je me suis dit, je ne vais plus rentrer chez mes parents parce que mes parents ne font rien. À chaque fois que je rentre, mon mari vient, il me supplie devant mes parents me laissent rentrer. Cette fois-ci, même si je n'ai rien en main, même si je n'ai rien, je partirai. Je partirai. Et quand la dame partait, je me suis dit, je n'ai rien à foutre avec toi et ton bébé là. Je n'ai rien à foutre de vous. Partez. La dame est partie sans rien. Elle n'est pas rentrée chez ses parents. Elle est partie chez son amie. L'amie là avec qui elle travaillait toujours au restaurant. Cette amie là n'était pas mariée. L'amie était célibataire. Et c'est là où elle était restée. Pendant son temps là qu'elle restait là, il y avait son amie qui priait. L'amie là était musulmane, elle priait. Et il y avait 2 imams qui venaient la voir à la maison de visite, non? Il y a un jour, avec sa grossesse, il y a un imam qui est venu rendre visite à son amie là. Pendant qu'ils étaient en train de parler, l'imam là a regardé la dame. Il dit, ah, pourquoi il t'a fait ça? Et puis la dame a dit, qui? Puis, ah, le monsieur avec qui tu vis, l'auteur de cette grossesse, cet enfant-là que tu portes, c'est un garçon. Oh. Et puis la dame dit, comment tu sais? Oui, je sais. Je sais. Nous, on voit. Mais les choses que je vais te dire, il faudra que tu aies beaucoup de maturité pour comprendre. Et surtout, ne les prends pas mal. Ne les prends pas mal. Elle avait eu peur. Et puis le monsieur a demandé à la dame là, est-ce que je peux dire ça en privé? La dame dit non, je préfère avoir un témoin. Parce que mon amie ici, c'est vraiment une amie de confiance. Depuis que je suis ici chez elle, en tout cas, depuis que je l'ai connue au restaurant, depuis que je suis restée avec mon mariage là, à peu près 15 ans, mon ami là est toujours là. Donc tu peux dire, ça ne fera rien. C'est comme ça que l'imam là les a fait asseoir. Il a commencé à raconter maintenant l'histoire. Le monsieur avec qui tu as vécu pendant 15 ans est dans les loges. Dans son loge, lui, il avait beaucoup d'options pour utiliser la grâce des autres. Toi, tout ce que ton mari
Allah, ça vient d'autres femmes. Mais toi, parmi ces autres femmes-là, c'est toi qui as la plus grande étoile de tous. Lui, son travail, c'est de te rendre malheureuse. Comme ça, tu n'auras pas confiance en soi. Tu vas te dénigrer. Tu vas te sentir rien. You are nothing. But you're something. You're bigger than him. Tu lui dépasses. Spirituellement, physiquement, tu devais avoir aussi beaucoup d'argent que cet homme-là. Mais c'est ton étoile qu'il est en train d'utiliser. Pour qu'il puisse bien utiliser ton étoile, tu devrais être malheureuse. Tu devrais pleurer. Tu devrais avoir un cœur brisé. Brisé. Tu devais te sentir mal. Et pendant ta douleur, pendant que tu souffrais, pendant que tu gémissais, là, dans son monde, lui, il avait beaucoup d'argent et ça se voyait physiquement. Tout l'argent qu'il a eu pendant qu'il est avec toi, pendant les 15 années que tu as vécu avec lui, c'est ton argent qui te revient à toi. Voilà pourquoi il donnait beaucoup d'argent à tes parents. Toi, il ne te donnait rien. C'est parce qu'il utilisait en fait ton étoile. Le bébé que tu portes dans ton ventre, c'est un sacrifice. Parce que pendant ces temps-là, on lui avait dit, tu as déjà utilisé cette femme. Bientôt, là, cette femme ne sera plus avec toi. Il faudra que tu sacrifies. Soit tu la sacrifies, soit tu sacrifies un de tes enfants. Il avait refusé. Pendant ces temps-là, tellement qu'il refusait de te tabasser parce qu'il n'avait pas de décision à prendre dans sa tête, il s'est posé beaucoup de questions. Voilà pourquoi vous étiez bien, mais ses affaires ne marchaient pas bien. Il a cherché à faire un enfant avec toi. Cet enfant-là ne naîtra pas bien. Il sera un enfant maladif. Parce que c'est un enfant que lui, il a déjà sacrifié. Il n'a pas voulu sacrifier les enfants qu'il a déjà en main. Il a voulu sacrifier un enfant qu'il n'a pas encore eu pour se sentir moins mal. Elle me dit, maman Beuse, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je ne me suis plus rentrée avec ces messieurs. Mais j'ai quand même parlé à mes parents. Le monsieur aujourd'hui, il a épousé une autre femme. Je ne connais pas sa vie. Mais l'enfant que j'ai porté dans mon ventre, c'est un enfant très maladif, épileptique, autiste. Mais j'ai prié que Dieu lui guérisse. Cet enfant-là, il a maintenant 5 ans. Le garçon, hein, il a 5 ans. C'est l'enfant qu'elle a en main. Parce que le défi était resté auprès de son mari là. Sa fille est née maintenant, elle a 16 ans. Sa fille est née, 16 ans, et la seconde, elle a 15 ans. Ils sont restés avec leur papa. Elle est là, le garçon là, le dernier qu'elle a mis au monde après qu'elle quitte ces mariages-là. Pas les mariages, la cohabitation. L'imam là a dit, tu as de la chance à ceux qui te sacrifient pas parce qu'il n'y avait pas de mariage. Mais quand même, l'enfant pouvait être sacrifié. Pourquoi il utilisait ton étoile? Il utilisait ton étoile parce que vous avez eu des relations sexuelles et puis les parents avaient donné leur consentement et puis vous avez eu des enfants ensemble. Cette porte d'entrée-là donnait accès à ta vie pour qu'il opère. Donc les maris, il y a d'autres personnes. La Bible dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à d'autres. Quelqu'un qui veut te voir malheureux, souffrant, il ne t'aime pas. Je ne savais pas qu'il y a aussi certaines loges qui n'ont pour but que te faire souffrir. Il y a des personnes, quand ils meurent, ils partent travailler dans le monde, dans le deuxième monde, là, travailler pour que c'est de l'argent que tu utilisais ici, que tu vas aller travailler. Mais il y a d'autres personnes, par contre, qui te font souffrir physiquement comme ça. Pour que toi, tu ne sois pas heureux, mais que lui utilise ta grâce,
ton étoile. Le dehors est risqué. Elle m'a dit, Maman Beuse, il faut dire aux femmes, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Pendant ces temps-là, si je voyais que je n'avais pas d'enfant, j'ai laissé, mais je ne serais pas en train de payer comme ça. Elle a dit, vivre avec un enfant autiste, épileptique, maladif, c'est difficile. Ça demande beaucoup d'argent. Mon enfant a été sacrifié. Sacrifié. Elle a dit, mon homme là, il a de l'argent jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il a sacrifié mon fils. C'est l'histoire qu'il a déjà fait préméditer. Il a prémédité. Et l'imam là, ça fait 5 ans, on prie avec lui. On prie. Il y a quand même un changement auprès de l'enfant. Mais on a quand même l'espoir que l'enfant va grandir. Malgré son autisme, il est intelligent. Voilà l'histoire. Donc, c'est à travers cette histoire que j'ai compris. L'amour ne fait pas souffrir. Quand l'amour fait souffrir, ça ne va pas. Ça peut pas aussi, ça peut ou ne pas être le loge. Mais ce n'est pas normal quand ton homme te fait souffrir. Il veut te voir malheureux, il veut te voir pleurer, il veut te voir... Ça fait mal. Ça peut ou ne pas être le loge. Mais ce n'est pas normal. Et quelqu'un te voit toujours en train de pleurer, en train de souffrir. Le fait qu'il te voit souffrir, on les appelle le pervers narcissique. Il te rabaisse, il t'humilie, il te fait souffrir pour qu'il se sente supérieur à toi. C'est quand même une forme de la sorcellerie. Malheureusement pour cet homme-là, lui, il utilisait ça pour devenir riche, pour être fructueux dans ses affaires. Les femmes et les hommes, les jeunes filles, les jeunes garçons, sachez-les, toute personne que Dieu envoie dans ce monde a une grâce, a une étoile. Nous n'avons que 2 yeux pour voir ce qu'on voit. Mais il y a d'autres personnes qui voient au-delà de ce que nous ne voyons pas. Ne nous précipitons pas à entrer dans une relation. Il y a des parents, par cupidité, ont sacrifié l'avenir de leurs enfants, comme les parents de cette dame ici. Elle rentrait. Si elle était rentrée auprès de ses parents, elle n'allait pas être... Oui, le monsieur utilisait son étoile pour vivre et tout. Mais ce n'est pas qu'il a tout pris, non. Il l'utilisait parce qu'il n'y avait pas mariage. C'est qu'il avait sauvé. Il n'y avait pas mariage pour qu'il prenne tout. Donc la grâce que la fille a, elle en a. Jusqu'à sacrifier. Parce que l'enfant là, c'était sa femme et lui, non? Yes, l'enfant a été sacrifié. Les parents, il y a beaucoup de parents, à cause de l'argent, ont sacrifié leurs enfants. Il y a des fois, surtout quand tu es majeur, tu as la capacité de prendre tes propres décisions. Prends ta décision quand tu sens que ça ne va pas dans ta vie. La fille avait entendu très longtemps pour prendre la décision. Mais vaut mieux tard que jamais. Voici l'histoire. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Tu veux envoyer ton histoire? Sens-toi à l'aise. Écris-moi dans ces numéros ici. N'oubliez pas, moi, Maman Buzz, je réside dans les détails. Je suis tellement dans les détails que je ne me fatigue pas d'écouter les histoires. Des histoires sont belles, des unes des autres, différentes, mais sont très belles, avec beaucoup de leçons à tirer. Sachez prendre des décisions tout seul. La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Quand tu sens que ta vie est en danger, prends la décision. Je préfère que tu sois en vie, pauvre, que tu meurs dans la maison d'un riche. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!